Bonjour à tous, bienvenue sur ce Twitch et déjà merci pour votre aide parce que je pense que j'avais besoin de soutien là pour le coup. J'avais besoin de soutien pour ceux qui viennent d'arriver parce que j'arrivais pas avec tous les trucs techniques et technologiques. Mais on y est et ça c'est super chouette. Donc pour me présenter, puisque apparemment sur la dernière vidéo les gens se demandaient si j'étais vraiment psy. Ah bah oui, je suis vraiment psy, je suis psychologue, psychothérapeute. Comment je mets ma caméra là, c'est bien. Ouais. Je suis psychologue, psychothérapeute. Alors, on pourra discuter de la différence. Alors ça a marché, malheureusement ça coupait. Dites-moi si ça coupe chez d'autres personnes, vous me dites. Hein. Donc je suis psychologue, psychothérapeute. On pourra discuter de la différence entre psychologue et psychothérapeute une autre fois. Parce qu'il y a des différences, même s'il y a des choses qui se recoupent. Je suis psychologue, mais je ne suis pas psychanalyste. Et donc, j'avoue que je serais hyper tentée de pouvoir discuter avec des psychanalystes. Peut-être ce serait trop chouette si on pouvait faire la prochaine vidéo avec un psychanalyste et avoir son avis. Parce qu'apparemment, cette série est fort appréciée des psychanalystes. Et dans les commentaires, d'ailleurs, il y avait des gens qui défendaient certains points qui, moi, m'avaient fortement surprise. Mais ça, c'est aussi toute la diversité des psychologues et, je vais dire, des psychothérapeutes. C'est on est tous différents. En plus de l'orientation, on est aussi tous différents au niveau de ce qui nous touche, au niveau de notre manière de travailler, de ce qui nous parle, tout simplement. Et moi, la psychanalyse, c'est franchement pas le truc qui me touche ou qui me parle le plus. Donc, peut-être ça parle un petit peu de ça. Maintenant, j'ai lu dans un bouquin d'un auteur que j'aime beaucoup une phrase que j'avais envie de vous partager. Je m'éloigne pas longtemps. Le bouquin est juste là. Faites-moi confiance, j'y arrive. Voilà, donc j'ai lu dans ce bouquin qui est en fait d'un auteur assez connu, hein, moi je l'aime beaucoup et je suis clairement pas la seule. C'est Robert Neuburger, je vous écris le nom dans le chat comme ça si vous avez envie d'aller voir. En fait, Robert Neuburger, c'est un psychiatre, si je me trompe pas, qui a deux casquettes en fait. Il est en même temps thérapeute familial et en même temps psychanalyste. Et il dit à un moment dans son bouquin un truc qui m'a quand même bien parlé au niveau de la série, en fait. Ça m'a un petit peu expliqué, puisqu'il a cette double casquette où il est aussi psychanalyste. Il expliquait un petit peu la position du psychanalyste dans la thérapie, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, même si pour moi c'était assez, assez bizarre. Ouais. Alors, est-ce que je vous retrouve ça? Vous voulez faire des paris sur combien de temps il faut pour retrouver cette partie? Je vous rassure, c'est fluoté, hein, ça ne mettra pas 3 heures. Mais si je ne l'ai pas dans 5 secondes, j'abandonne pour le moment. Et je vous le dis tout à l'heure. Moi, je pensais que je l'avais mis bien en évidence, mais apparemment, non. La Nina du passé n'a pas la même mémoire que la Nina du présent. Ça crée parfois des petits trucs comme ça. Bon, en gros, ce qu'il disait, mais j'aurais bien aimé prendre exactement ces mots. Je vais essayer de vous le dire avec mes mots, c'est que parfois, en fait, le psychanalyste, donc vraiment en psychanalyse, c'est très particulier, parfois le psychanalyste a besoin de pousser un petit peu à bout ses patients, de venir vraiment les titiller sur certaines choses, presque pour les énerver, pour un peu créer cette colère. Et pour essayer d'atteindre une espèce pour essayer de toucher quelque chose au niveau de l'inconscient qui pourrait pas sortir autrement, ou en tout cas qui pourrait en tout cas qui est intéressant de faire sortir comme ça, et après à partir de ça il travaille. Donc moi ça m'a vraiment, enfin ça m'a étonnée, parce que bon, ça m'arrive de taquiner mes patients surtout quand je les connais bien, mais de là à aller vraiment chercher à énerver les gens, ça m'avait assez étonnée.
Bon, après, voilà. Franchement, s'il y a un psychanalyste, ou si vous connaissez un psychanalyste qui se sent à l'aise de venir parler, je serais hyper, hyper contente de pouvoir l'accueillir. Bon, évidemment, je ne l'ai pas retrouvé, mais je suis jeune youtubeuse et jeune twitcheuse. Ça se dit twitcheuse et j'apprendrai au fur et à mesure. Bon, il est 19h20, donc je vous propose qu'on commence à regarder la série ensemble. Je sais pas si vous l'avez déjà regardé en entier. Moi, j'ai pas regardé du tout cet épisode-ci. Je le découvre en même temps que vous, ou pas, si vous l'avez découvert avant moi. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. On y va. Monsieur Chiban ? Entrez, je vous en prie. Sa tête, c'est excellent. Il est vraiment en mode qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu analyses ? Et lui, il est déjà en train de réfléchir à se dire ah tiens, c'est intéressant la manière dont il intègre l'espace. Il y a des règles ? Pardon ? Un protocole d'action ? Ah non, après, oui. Mais on va en discuter ensemble. Un roi, quoi. Vous savez, les rois en France, on leur coupe la tête. C'est une blague de psy, ça ? Voilà. Moi, je connais des bonnes blagues de psy, je vous en ferai après si vous voulez. Alors ? Vos premières impressions à chaud, vous sentez quoi ? À quel propos ? À propos de moi. C'est votre travail, non ? Vous devez sentir des choses sur les gens. Ma manière de m'habiller, mon regard, mes gestes, mon attitude, des trucs comme ça, non ? Non, je vous dis ça parce que j'ai un ami qui a téléphoné à une voyante, juste téléphoné, et rien qu'avec son nom et sa voix, la bonne femme a su qu'il avait 2 sœurs. Elle a même commencé à lui parler de ses soucis au boulot, avec sa copine et tout. Elle est forte quand même, non ? Ouais. Les voyantes ont des pouvoirs que nous n'avons pas. Je vous demande pas de me révéler vos secrets. Je veux juste comprendre le processus. Juste pour être sûr, est-ce que tout le monde entend bien ? Parce que tout à l'heure, on disait qu'il y avait quelque chose qui coupait, si jamais vous me dites. Hein. C'est intéressant de voir la position que prend le psy ici, parce que le patient arrive avec une position très haute et apparemment, on peut faire une hypothèse. Alors, il faut savoir qu'en tant que psy, on passe notre temps à faire des hypothèses, mais on passe aussi notre temps à les jeter à la poubelle. Hein. Donc, c'est super important pour nous de lire. Enfin, allez, je vais parler en jeu, comme ça je suis sûre que je généralise pas trop. En même temps, c'est des choses qu'on nous apprend. Mais je vais lire beaucoup, je vais m'intéresser à plein de choses différentes, je vais approfondir certains sujets, justement pour avoir une possibilité d'hypothèse très large. Mais ces hypothèses, elles ont de valeur que si elles font sens pour le patient aussi, en fait. Et quand je dis aussi, c'est super important parce qu'en fait, j'arrive pas à travailler avec une hypothèse qui fait pas sens pour moi. Parfois, en séance, on va dire, voilà, moi, ça vous parle. Ça peut être aussi direct. Mais c'est quand même relativement rare. Les hypothèses, en général, elles sont dans notre tête et puis on va les travailler et puis on voit si les gens accrochent ou pas.
On n'a pas nécessairement besoin de les exprimer concrètement, précisément, quoi. Et là, je trouve ça intéressant parce que mon hypothèse, c'est que ce qui rassure ce monsieur, c'est de contrôler. Alors, vous allez me dire, c'est pas une hypothèse, c'est pas une hypothèse de dingue, mais oui, mais on est des humains, on n'a pas besoin d'avoir des hypothèses de dingue. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est que le psychanalyste ici, il a une position en fait très apaisante, très rassurante, et il rentre pas du tout dans un combat, dans un bras de fer, et il est juste bien là où il est. Il est dans une position haute, parce que c'est son espace, il se sent bien. Enfin, son espace, c'est lui qui est garant de l'espace. Et en même temps, il est dans une position aussi complémentaire, quelque part, où il répond aux questions du patient. Comment est-ce que je peux dire ? C'est-à-dire que je vais reprendre. Il est en position haute, puisque c'est lui le garant du cadre, mais en même temps, il ne rentre pas dans une escalade qu'on appelle symétrique, c'est-à-dire qu'il n'essaye pas de gagner, il n'essaie pas de montrer que c'est lui le chef. En fait, il est bien, il est garant du cadre. Pourquoi est-ce qu'il commencerait à prouver que c'est lui le chef ? Je trouve que c'est intéressant de voir sa position, de voir comment ils rentrent tous les deux, d'ailleurs, dans cette relation thérapeutique. Alors, qu'est-ce que vous voyez de moi, là ? C'est vous. Ah, Théo. Voilà. Ça, c'est magnifique, parce qu'il a une position haute au niveau du cadre. C'est lui le garant du cadre. S'il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, il va dire non, vous sortez. Si le patient commence à devenir agressif ou quoi, c'est lui qui va remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et en même temps, il a une position basse par rapport au patient, dans le sens où il ne sait pas mieux que le patient. Le patient est le meilleur expert de lui-même. Donc, il arrive à avoir les deux en même temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à voir en s'entraînant, en fait, avec l'expérience. Et c'est quelque chose de très subtil. Et je trouve que c'est très bien représenté ici. Connerie. J'ai enquêté sur vous. Apparemment, vous êtes une pointure. Comment ça, enquêter sur moi ? C'est pas très compliqué. Déjà, rien qu'en tapant votre nom sur Internet, on en apprend beaucoup. Je suis sûr que tous vos patients le font. Je sais que vous êtes expert auprès des tribunaux, de l'aide sociale à l'enfance. J'ai même jeté un coup d'œil à votre bibliographie. Impressionnant. Après, j'ai commencé à lire vos articles, je suis pas trop fan. Ça m'a paru un peu tiré par les cheveux. Mais bon, j'ai creusé un peu, j'ai téléphoné à un de vos collègues, à un de vos anciens patients. À quoi rime cette enquête exactement ? On n'est jamais trop prudent. Quand on veut vraiment quelque chose, il faut prendre des garanties. Je voulais savoir si je m'adressais à quelqu'un de compétent. Monsieur Shiban, pourquoi est-ce que vous avez pris un rendez-vous ? On va y venir. Mais d'abord, répondez à ma question. Qu'est-ce que vous percevez de moi ? Allez, merde, faites un effort. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est super bien représenté. Il y a vraiment des gens qui rentrent en relation comme ça. Et c'est très bien représenté. C'est super intéressant de commencer comme ça cet épisode. C'est dur de ne pas rentrer dans ce jeu, de ne pas rentrer dans cette danse que propose le patient, qui est sûrement une danse à laquelle il est habitué et qui quelque part le rassure et qui peut-être quelque part fait aussi souffrance. On peut aussi s'imaginer, on peut aussi faire cette hypothèse-là. Peut-être que c'est faux, mais peut-être que ça pourrait sonner juste pour le patient. Et je me demande vraiment comment il va s'en sortir. C'est quoi mon job, par exemple ? Je viens de vous donner 2-3 indices, là. Je suis flic. Enquête, flic. Vous saisissez pas le lire ? Je suis flic, putain. Quel genre de flic, à votre avis ? Écoutez, avant de poursuivre cet entretien, il faut que je vous demande quelque chose. Est-ce que vous êtes armé ? Vous n'êtes manifestement pas un îlotier, ni un homme de paperasse ou de ministère. Vous êtes dans une section active, non ? La BAC ?
Le GIGN? Le GIGN, c'est la gendarmerie, pas la police. C'est incroyable, ça. En France, les gens s'en foutent dans votre milieu, des gens qui les protègent, mais à un point, même en ce moment. Je suis de la BRI, ça vous dit quelque chose, la BRI? Évidemment, oui. Surtout en ce moment, comme vous dites. D'accord, donc vous avez sorti votre tête par la fenêtre ces derniers jours, vous savez un peu ce qui se passe? Vous étiez parmi ceux qui sont rentrés au Bataclan vendredi? J'y étais, ouais. C'est pour ça que vous êtes ici? Non. Enfin, c'est un peu lié quand même. Qu'est-ce qui vous est arrivé là-dedans? Attendez, commencez pas à tirer des conclusions hâtives. Si je vous raconte, c'est juste pour que vous compreniez la suite et ce qui m'amène vraiment. Commencez pas à vous exciter sur les détails parce que sinon on va jamais y arriver, d'accord? Je m'excite pas. Asseyez-vous bien. Je vous écoute. Bon, voilà. On a reçu le message un peu avant 22h. Une demi-heure plus tard, j'étais au complet avec mon groupe devant le quai des Orfèvres. Je suis chef de groupe. On est monté dans le camion, d'abord direction Charonne. Et à ce moment-là, on savait rien. On savait pas encore pour le Bataclan. C'est en chemin qu'on l'a appris et on a bifurqué. Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur. Les barbus, ils négocient pas. À l'hypercachère, j'étais déjà en première ligne, même si on n'est pas rentré. Et les collègues nous ont raconté. Donc là, avec des centaines de civils, on savait qu'on allait devoir s'exposer. Et on est rentré. Le premier truc qui nous a surpris en rentrant, c'est le silence. Vous avez entendu d'autres témoignages? Excusez-moi, ça n'a rien à voir, ça m'a juste fait penser à quelqu'un d'autre. Mais non, rien, continuez, je vous écoute. Juste avant nous, deux hommes de la BAC, des putains de héros, ils sont rentrés comme ça, juste avec leur simple flingue. Ils ont buté un des terroristes et les autres se sont repliés. Donc nous, quand nous on est arrivés, il n'y avait plus un seul bruit provenant de la salle. Pas un tir, pas un cri. Un vrai silence de mort. Il y avait juste les sonneries de portable. Des centaines de sonneries de portable. Les collègues de la BAC, ils savaient pas combien il restait de terroristes, ils savaient pas s'ils avaient fui ou s'ils nous attendaient à l'intérieur pour nous cartonner ou pour tout faire péter. Nous, on s'est mis en place. On a sorti le bouclier, vous savez, le truc en Kevlar dont tout le monde parle, là, celui qui a pris 22 impacts. On s'est disposé en colonne et on est rentré. Et vous aussi, vous êtes un héros. Non, nous, c'est notre job. On intervient. On est formé pour ça, on est entraîné pour ça, on est payé pour ça. Bien sûr, votre conscience est elle-même tout à votre honneur. Mais il n'empêche, aussi entraîné qu'on soit, on rentre pas tous les jours dans une salle jonchée de cadavres où des fanatiques vous attendent. C'est un événement qui laisse des traces. Je vous arrête tout de suite, je vous vois venir. C'est intéressant qu'il reconnaisse en fait que même si c'est son travail et même si ça peut paraître anodin, même si certains disent et veulent minimiser l'impact que ça a, et c'est ce qu'il fait, c'est un peu, je veux dire, la croyance qu'il amène ou son discours est explicite. C'est intéressant et c'est super important que le psy à ce moment-là puisse dire oui, et en même temps c'est dur, et en même temps c'est pas rien, et en même temps, même si c'est ton métier, même si tu as signé pour ça, ça minimise pas ce que tu as vu, ça minimise pas ce que tu as vécu, et ça laisse une trace. Alors, différente évidemment que si on l'avait pas choisi, ou si on n'y était pas préparé quelque part mentalement, parce que je pense pas qu'on choisisse jamais de voir ce genre de choses, ou de vivre ce genre de choses. Mais ce que fait le psy à ce moment-là, c'est... Je trouve ça très juste et surtout très important. Là. Exceptionnel ou pas, une OP, c'est une OP. Nous, notre travail, c'est de rentrer, d'intervenir, de faire le travail le mieux possible et de repartir. C'est comme ça. Je comprends. Je vous donne un exemple.
Je peux pas tout vous dire, mais quand on est arrivé dans le couloir, on a eu un problème avec le bouclier. C'était juste une petite marche devant nous qu'on n'avait pas repérée. Bon, on s'en est bien sorti, mais c'est le genre de truc qui peut me perturber. Après, j'y repense. Ça aurait pu mal tourner. On est solide. Parce que nous, si on se laissait gagner par l'émotion, ben, ça finirait très mal. Pour nous et pour vous, qui êtes sous notre protection. Vous comprenez ce que je vous dis? Le protocole vous protège, il vous aide. C'est super important ce qu'il vient de dire là, ce monsieur. Il vient d'expliquer les 8 premières minutes de l'épisode. Il vient de dire, en fait, si je laisse venir mon émotion, si je fais une place à mon émotion, en fait, il y a des risques. Et le risque, il ne me concerne pas que moi, il concerne aussi les autres. Et c'est une personne qui, il est quand même dans la police. De manière générale, je ne connais pas vos brigades en France, désolée. Et il dédie sa vie à protéger les autres. Donc, c'est pas rien pour lui. Protéger les autres, c'est important. Et donc, venir en thérapie, alors on verra peut-être pourquoi il est là exactement et avec quoi il vient. C'est pas rien parce qu'en fait, il sent des risques. Et ok, vous allez me dire, c'est au travail, c'est pas la même chose. Faut pas montrer son émotion. Faut pas montrer son émotion en mission. C'est pas la même chose que de montrer son émotion chez le psy. Et heureusement, je pense qu'il le réalise. Et en même temps, quand on dit ce genre de phrase, peut-être, de nouveau c'est une hypothèse, hein, donc peut-être ça va à la poubelle et ça lui parle pas et tant pis, il n'y a vraiment pas de souci. Mais en même temps, moi ça me fait tilt et je me dis, ah tiens, est-ce que quelque part là, il n'y a pas aussi une croyance un peu plus ancrée, un peu plus profonde ou qui indique quelque chose que c'est peut-être pas juste au travail qu'il a cette croyance que montrer son émotion, c'est se mettre en danger, ou en tout cas c'est se rendre vulnérable et rendre vulnérable les autres. Ce qui est pas ce qu'il veut faire. En fait, il veut faire même tout le contraire, il veut protéger. À mettre les émotions à distance, mais il les annule pas. Et il ne vous annule pas non plus individuellement. Vous parlez du groupe, vous dites nous, mais ce que vous avez vécu lors de l'intervention au Bataclan, vous êtes le seul à l'avoir vécu comme ça. Et chacun de vos camarades l'a vécu à sa manière. Vous pouvez pas comprendre, en fait. C'est parce que nous, on est comme ça que vous pouvez être là, tranquille, à gagner votre vie, planqué dans votre fauteuil. Je vous entends. Non, mais c'est pas... C'est mon meilleur ami avec qui je cours 2 fois par semaine. Lui, pourtant, il est discret, il est très fin, vous voyez ce que je veux dire? Il est homo, en fait. Même lui, parce que lui en a fichu un coup, cette histoire. Ça nous a tous fichu un coup, comme vous dites. Bah oui, mais vous, c'est normal. Mais pas moi. Remarquez, vous avez raison sur ce point. On a nos techniques, on a nos trucs pour se protéger. On fait des retours d'expérience, on met à distance, on vérifie la conformité au protocole, et puis on s'adapte. Si besoin, on reprend l'entraînement, on s'arrête jamais, nous. Ça me fait penser, c'est marrant, c'est exactement comme mon père au moment de la mort de ma mère. Lui qui en foutait pas une à la maison, ce con, tout d'un coup, il s'arrêtait jamais. Il a organisé les obsèques, ensuite il a reçu toute la famille, après il a trié les photos, il a rangé les papiers, il a remis la maison. Il y a plusieurs choses intéressantes dans ce qu'il dit ici. J'ai envie de dire 2 choses, j'espère que je vais pas les oublier, je vais les noter. La première chose, j'avais lu un article dessus, et je vais essayer de vous le retrouver et de vous le partager sur Insta. C'est intéressant, il disait, mais pourquoi est-ce que tout le monde apprécie tellement cette série en ce moment ? Et dans tous les arguments, il y avait le fait, par exemple, que c'était quelque chose en fait qu'on vivait. Il y a quelque chose de similaire, alors évidemment c'est pas pareil, hein, mais il y a quelque chose de similaire dans le vécu qu'on a là, du psy qui a vécu la même chose, puisqu'il est dans le même quartier, enfin il est français tout simplement déjà, il est parisien, et il a vécu le même trauma de groupe
que les autres Parisiens, les autres Français. Et ces patients viennent en fait avec quelque chose où ils ont été certainement plus impliqués directement, mais un trauma dans lequel finalement se retrouve aussi peut-être à un autre niveau du cercle, moins proche peut-être du point de l'événement, mais qui se retrouve quand même dedans. Un peu comme nous les psys aujourd'hui. Enfin, je vais parler de moi, mais je pense que c'est quelque chose que d'autres psys partagent. En tout cas, c'était ce que disait cet article. Un peu comme nous les psys aujourd'hui, qui vivons le Covid et toutes ses conséquences en même temps que nos patients. Et c'est pas... c'est rare, en fait. C'est rare. En fait, quand on est psy, c'est rare de vivre en même temps que les patients la même chose. C'est rare de se retrouver face au même traumatisme. Même si on a des choses qui ressemblent, des choses qui nous font penser à notre famille, qui peuvent nous faire penser à notre couple, qui peuvent nous faire penser à des événements de vie qu'on a eus, souvent c'est assez différent, ou assez éloigné, ou les deux, et ça fait que on arrive à se détacher de ça. Aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, toute l'incertitude, toutes les conséquences, toute la peur, tout le désagrément, enfin vraiment tout ce qui se passe autour du Covid, en fait, on le vit en même temps que les patients. Et ça, je trouve que ça se ressent fort dans les séances, en tout cas dans les miennes. Je pense que, et je l'ai dit à quelques patients, je pense que j'ai jamais autant parlé de moi en séance que durant la période de Covid, parce que c'est même plus des résonances, c'est des échos directs à ce que je vis. C'est-à-dire quand ma patiente me dit j'en ai marre, je peux pas voyager et j'ai besoin de voyager pour me sentir bien, c'est pareil. Et parfois c'est un peu et parfois c'est pas évident de rester dans une position vraiment la position que j'aurais eu. Parfois, il y a des allers-retours qui se font. Disons que ça arriverait, par exemple, j'ai longtemps travaillé avec des patients qui avaient le cancer, dans des services avec des patients qui ont le cancer. Et il y avait des patients qui me disaient j'aimerais voyager, ou j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Même si c'est quelque chose que j'ai peut-être pu vivre à un moment et que ça fait résonance chez moi, j'allais utiliser ce que je sentais chez moi pour travailler avec le patient. Mais j'avais pas envie de lui dire la même. Ça arrivait jamais. J'allais partir de ce que... Oui, je m'utilise comme outil, j'utilise ce que je vis comme levier dans les séances, mais je dis pas la même. Et en ce moment, c'est tellement proche, en fait. Vous savez, en anglais, ils disent c'est trop proche de la maison. Je sais pas si vous connaissez cette expression. C'est trop proche, en fait, de ce qu'on vit. Et du coup, un peu comme ce que dit le docteur ici, on va dire un peu plus que ce qu'on aurait dit. Et je pense pas que ce soit un mal, sincèrement, je pense vraiment pas que ce soit un mal. On vit un trauma collectif. On pourra reparler de ce que c'est un trauma, et dans ce cas-ci d'un trauma collectif, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo dessus d'ailleurs. Mais on vit un trauma collectif, et quelque part, on a aussi besoin d'entendre que, oui, moi aussi, ça va pas. Et ça m'empêche pas ensuite de travailler sur qu'est-ce qui fait que chez mon patient ça va pas, et je travaillerai de mon côté ce qui fait que chez moi ça va pas, parce qu'on est des personnes différentes évidemment, mais on a aussi ce besoin-là. La deuxième chose, heureusement que j'ai noté, la deuxième chose à laquelle je pense quand j'entends ce que dit ici le patient par rapport à son père, par rapport au fait que son père, qui en avait jamais foutu une, je pense qu'il a dit ça comme ça, tout d'un coup, au décès de sa mère, devient actif, commence à tout faire, fait les papiers, tout ça. Ce que ça m'évoque, en fait, c'est... Vous avez ces pubs à la télé, enfin, on regarde de moins en moins la télé, mais je suis sûre que vous voyez de quelle pub je parle, qui disent « Préparez bien votre mort, préparez bien votre enterrement, ne laissez plus rien... pour pas que vos enfants, pour pas que vos petits-enfants soient embêtés à devoir remplir de la paperasse et faire
je sais pas, vider la maison et des trucs comme ça. Occupez-vous de tout ça avant votre mort. Et ben en fait, c'est pas tellement génial à un niveau psychique, parce qu'en fait, sans minimiser évidemment la souffrance que c'est de perdre un être cher, hein, ça je minimise pas du tout, il y a quand même quelque chose dans le fait de pouvoir, à un moment aussi dur, et où en fait on se sent tellement impuissant, parce que quand vous perdez un être cher, c'est un sentiment d'impuissance, j'ai presque envie de dire ultime, c'est vous ne pouvez rien faire contre la mort, vous ne pouvez plus rien faire contre peut-être la maladie ou la vieillesse ou ce genre de choses, mais là vous pouvez rien faire contre la mort. Et ce sentiment d'impuissance, souvent une manière de le gérer, je vais dire, en tout cas ce qui peut faire du bien là-dedans, c'est justement d'être actif et de s'occuper du défunt, encore d'une certaine manière, c'est-à-dire s'occuper de son enterrement, se demander qu'est-ce qu'il aurait aimé, et en fait être toujours dans une espèce de mouvement qui permet de ne pas s'effondrer, en tout cas tout de suite après le décès de quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on voit souvent des gens qui, évidemment, sur le moment, sont surchargés parce qu'ils sont pleins d'émotions et qu'ils sont pleins de... Et que franchement, voilà, c'est pas agréable. Hein, je dis pas que c'est agréable, en fait, c'est vraiment ça. Mais souvent, les gens vont dire, mais en fait, ça m'a fait du bien et je suis contente ou content d'avoir pu m'occuper de l'enterrement de ma mère, parce que au moins j'avais quelque chose à faire. Et me retrouver comme ça face au vide et face à la réalité que ma mère est décédée, ça aurait été trop dur et je me serais effondrée. Et oui, on peut déprimer, voire faire une dépression, et on pourra discuter de la différence une autre fois aussi, mais on peut déprimer, et c'est très sain après le décès d'un proche. Mais le fait d'avoir comme ça en fait, ça fait presque un tampon. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ça fait vraiment tampon, quoi. Et on va déprimer, mais ça va aider, en fait, de pas se cracher d'un coup. Je sais pas si c'est ce qui se passe pour le père de ce monsieur, mais voilà, ça me faisait penser à ça. En ordre, changer le salon. Après, il s'est même occupé du crépi de la façade, du jardin. Pendant 1 an, il a pas arrêté. Je me disais, putain, est-ce qu'il va craquer à la fin? Quand j'allais voir, je lui demandais... Oui, donc là, c'est même au-delà de quelques jours, ça a pris une fonction dans la vie de ce monsieur. Enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse que je fais. Et il me disait, attends Adèle, j'ai même pas 1 minute à moi. Ta mère a laissé un de ces bordels. Foiré. Ma mère a passé son temps à ramasser derrière lui. Qu'est-ce que vous avez ressenti, là? Ça m'a bien énervé. Il n'avait jamais ramassé une chaussette, lui. C'est intéressant tout de même ce lien que vous faites entre votre réaction aux événements récents et celle de votre père à la suite de la mort de votre mère. Ah ouais. C'est subtil, ça. Je vous arrête tout de suite, je vous vois venir avec vos bottes de psy, ça n'a rien à voir. Déjà, pour une raison, c'est que la mort de ma mère, c'est le plus grand choc que j'ai eu de ma vie, c'est tout. Point barre. D'accord? Tandis que ce qui s'est passé le 13, c'est mon travail. Je sens comme un regret que votre père n'ait pas craqué. Mais est-ce que c'est vraiment de lui dont vous parlez? Pourquoi vous êtes venu me voir, monsieur Chiban? Vous m'avez expliqué le contexte, mais il faut que vous essayiez de le formuler, là. Allez-y, lancez-vous. C'est à cause de ce qui s'est passé avec mon pote, là. Vous savez, celui qui est homo. Avec qui on a couru dimanche. On va lui donner un nom à cet ami, là. Il s'appelle Fabien. Il est super, on se connaît depuis la fac de droit. Je le charrie un peu, mais bon, il a le sens de l'humour. Bon. On va courir comme tous les dimanches. C'est passé, j'ai surtout pas envie de m'engourdir, surtout qu'on est en veille maximum, c'est pas le moment de faire du gras. Il est discret, mais là j'ai senti qu'il voulait savoir. On courait, j'ai commencé à lui raconter, mais soft, hein. Mais là je suis tombé. Tombé? Vous voulez dire vous avez trébuché? Vous avez perdu connaissance? C'est une drôle d'expression, vous trouvez pas? Perdre connaissance.
Ça me fait penser à mon père. Il raisonne toujours en termes de profit et de perte. Vous êtes comme ça, vous aussi? Probablement par moment. Hein. Qu'est-ce que ça serait, selon vous, le contraire de la perte de connaissance? Un profit? On s'en fout. Je me suis pas évanoui tout de suite, non, j'ai eu le temps de bien flipper. J'ai cru que j'allais mourir, en fait. Et votre ami Fabien, qu'est-ce qu'il a fait? Heureusement qu'il était là. C'est lui qui a appelé les secours. J'étais carrément tombé dans ses bras. Je lui ai dit, j'espère que ça t'a au moins fait plaisir, mon salopard. Je le charrie tout le temps, il m'en veut pas. Ça va, il est cool, il a de l'humour. En fait, c'est lui qui a insisté pour que je vienne. Aux urgences, l'interne a parlé de malaise vagal. Ça veut tout à rien dire, ça. J'ai pas insisté, je voulais pas faire de vagues par rapport à ma hiérarchie et tout. C'est pas le moment de flancher et de laisser tomber le groupe, donc... je sais pas, j'ai peut-être eu un petit coup de fatigue par rapport au stress et tout. Et votre ami Fabien, qui vous aime et tient à vous, là, même s'il a de l'humour, il l'a pas entendu de cette oreille. Ouais, Fabien, je vais pas le charger, mais bon, c'est un peu une mère juive. Tout un tralala, comme quoi il m'a jamais vu dans un état pareil. Mais je peux pas me permettre d'aller voir la psy du service parce que ça va tous les faire flipper. Fabien, il a pas arrêté de m'appeler. Hier matin, il m'a donné vos coordonnées. Il m'a dit, va le voir, ça reste entre toi et toi. Il m'a fait promettre de venir. Moi, je tiens mes promesses. Voilà. Vous savez tout maintenant. Et donc, il vous a communiqué mes coordonnées, c'était quand exactement? Hier, je vous ai dit. Puis vous avez fait votre enquête. Ça a dû vous prendre du temps. Des coups de fil, des articles. Non, ça prend pas beaucoup de temps, et puis moi, je suis pas un gros dormeur, donc je m'occupe. Et vous m'avez appelé dès ce matin pour venir. Bah ouais. J'ai promis à Fabien, je vous ai dit. Vous cherchez quoi, là? Qu'est-ce que vous pensez que je cherche? Arrêtez de jouer avec mes nerfs, vous pensez quoi? Vous croyez que je vous baratine, que je me suis précipité chez vous, c'est ça? Moi, j'ai peut-être pas été très clair tout à l'heure avec ma blague sur les rois, là. Ma blague de psy. C'était même un peu agressif de ma part, j'en suis désolé. Ce que je voulais suggérer, c'est que ce qui arrive dans ce cabinet aux patients, c'est pas forcément ce à quoi ils s'attendent. Et même, il y a des choses qu'on se cache à soi-même. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on les cache dans nos propres paroles, dans nos gestes, pour qu'elles soient à la fois dissimulées et exposées. Nous, les psychanalystes, ce que nous vous aidons à faire, c'est à repérer et à explorer ces choses qui se cachent sous vos yeux. C'est super joli comme explication de la psychanalyse, je trouve, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça super joli. Vous avez vu comme je suis silencieuse durant cet épisode? Je suis complètement captivée. Je me dis, faut pas que j'oublie. Je me souviens que j'ai une de mes profs de psychanalyse, parce que oui, je suis pas psychanalyste, mais j'ai quand même eu des cours de psychanalyse à l'UNIF, hein. Pas mal d'ailleurs. Une de mes profs de psychanalyse disait que la psychanalyse, ça consistait à cueillir une pomme qui de toute façon est sur le point de tomber. Dans le sens où elle disait que le travail de la psychanalyse, c'était ça. Et elle disait, voilà, le travail, c'est d'explorer, faire mûrir, et parfois de dire comme ça juste ce dont le patient a besoin pour faire tomber cette pomme ou l'accueillir. Et j'ai un peu l'impression que ça résonne pour moi par rapport à ce qu'il dit. Et c'est vrai que la psychanalyse va beaucoup travailler, même ça, je vous l'apprends pas, mais sur tout ce qui est inconscient et surtout tous les indices qu'on a dans le visible, je sais pas comment dire ça, de cet inconscient. Et cet épisode est d'ailleurs très joliment écrit, puisque
on entend pas mal d'associations que fait le patient et on devine certaines choses. Et le patient lui-même, je pense, l'entend quelque part, hein, parce que après il est là, oui, oui, non, non, pas du tout, alors que c'est lui-même qui fait les associations sans même que le psy ait besoin de l'inviter à ça. Donc c'est assez joli, je trouve, et assez intéressant. Maintenant, c'est vrai que la psychanalyse, j'avais lu il y a quelques années qu'en moyenne, c'était 4 ans, mais que la plupart du temps, c'était 7 ans. Je ne sais pas si vous voyez. C'est quand même une thérapie qui met du temps, qui va travailler très lentement, très fréquemment, qui est pleine de règles. Et je pense peut-être c'est aussi pour ça que ça ne me parle pas super fort. Mais je pense que pour faire ce qu'il a décrit là, il faut toute une délicatesse, tout un travail, en fait tout un travail subtil, parce que moi je pense que je travaille subtilement et délicatement aussi, mais c'est faire ce qu'il a décrit là, pour moi ça m'évoque un travail de dentelle, quoi. Donc quelque part j'ai presque envie de dire c'est normal que ça prenne autant de temps. Vivre une psychanalyse, c'est peut-être pas pareil que vivre n'importe quelle autre forme de thérapie, enfin je pense que c'est sûr, mais il faut en avoir envie, et puis il faut que ça fasse sens pour soi de faire ça à ce moment-là. Si vous avez un symptôme et que vous avez envie de vous en débarrasser rapidement, entre guillemets, la psychanalyse n'est peut-être pas le meilleur endroit pour ça. Maintenant, si vous avez un mal-être et que vous avez envie de l'explorer de cette manière-là, peut-être que la psychanalyse va vous parler. Mais de toute façon, c'est toujours une question de est-ce que ça me parle, et est-ce que ce psychanalyste-là me parle, est-ce que ça match. Donc ça reste toujours des rencontres et voir si ça fait sens pour chacun. Je vois pas le rapport. Vous pensez que je pense que vous me cachez quelque chose sur les motivations de votre visite? Oh là là, elle est compliquée cette phrase. Vous pensez que je pense que vous pensez que... Dites tout ce qui vous passe par la tête. Il faut que vous me sortiez de là. Je vous en prie. Racontez-moi. Prenez votre temps. Mais j'ai pas le temps, putain! J'ai pas le temps, moi! Je vous ai dit, je vous ai expliqué, on est en alerte maximale, ça peut tomber d'un moment à l'autre. On sait où ils sont, on va aller les toper, là. Les autres, je peux pas me permettre de décider encore une fois, c'est tout. Allez, venez vous rasseoir. Ça, vous voyez, c'est intéressant. En systémique, en tout cas, moi, mes formateurs m'ont appris que le patient se lève, je me lève. Je suis... ok, il a besoin de se lever. Il y a un besoin ici qui est exprimé. Bah, je l'accompagne là-dedans. Ok, le patient se lève. Moi, j'ai pas de souci. Je force pas les gens à s'asseoir sur mon fauteuil. Bon, la plupart apparemment n'ont pas le besoin de se lever. Le patient se lève, je me lève. Et souvent aussi, moi, je propose pas mal d'activités, mais c'est aussi mon orientation qui fait ça. Je propose je sais pas, c'est pas des exercices, mais des expériences, entre guillemets, des possibilités de vivre quelque chose de différent. Et pour ça, on a besoin de se lever. Et je vais pas dire aux patients de se lever et moi, rester assise. Donc là, par exemple, clairement, moi, mais je pense pas que je suis la seule et je pense pas que ce soit que en systémique. Par exemple, il y a tout ce qui est orientation sensorimoteur qui est super à la mode. Je sais pas si on peut parler de mode, mais très à la mode, on va dire. En ce moment, dans les pays anglo-saxons, dans tout ce qui est sensorimoteur, on va justement beaucoup partir du corps et ensuite mettre en pensée. Alors que la psychanalyse va peut-être faire le chemin inverse. En tout cas, on va beaucoup partir des pensées. Et du coup, dans le sensorimoteur, ben, je pense, mais peut-être que je me trompe, parce que quand on fait des généralités, on a beaucoup de chances de se tromper, mais je pense qu'en sensorimoteur, on n'aurait jamais eu un thérapeute qui aurait dit « venez vous rasseoir ». Au contraire, ils auraient vraiment accompagné le mouvement.
Mais comme je vous disais, on est garant du cadre. Hein. Le psychanalyste ici, il est garant du cadre. Et moi, mon patient se lève, je me lève, parce que voilà, je l'accompagne dans son besoin. Mais mon patient commence à démonter et à péter mes affaires. Bah, je vais pas l'aider. Ok, il a un besoin certainement auquel il répond. Mais je suis garante de mon cadre. Et donc, je suis aussi garante de dire, ok, qu'est-ce qui se passe pour vous là? Quel est le besoin que vous avez? Je veux dire, comment... quel est le besoin qui s'exprime dans le fait que vous êtes en train de défoncer mon meuble? Mais avant de lui poser cette question-là, je vais faire en sorte qu'il arrête de défoncer mon meuble. Parce que j'ai besoin de mon meuble. Donc, voyez un petit peu, je peux travailler sur la fonction de ce que je vois, de ce qui se passe, mais je ne vais pas nécessairement permettre de défoncer mon cadre. Pareil, hein, si un patient commence à m'agresser, avant de commencer à travailler sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que, blablabla, je vais lui demander d'arrêter de m'agresser. Je ne peux pas travailler en étant agressée, et je ne peux pas travailler en ayant un patient qui est en train de défoncer mes affaires. Donc, c'est pas que ça a ses limites d'accompagner le patient dans ce qui se passe et dans ce qu'il fait, c'est que... Enfin, si, en fait. Si, c'est exactement que ça a ses limites, et ses limites, c'est le cadre. Donc... Reprenez le récit, allez-y. Je recommence, je remets sur pause directement, mais ça, c'est un truc qui m'étonne avec ce psy en particulier, que j'avais déjà vu dans le premier épisode qui m'avait déjà étonné, c'est l'importance du récit. Genre, il est toujours en mode allez-y, continuez votre histoire. Je sais pas si c'est un truc de psychanalyste. Ce serait super intéressant si un psychanalyste pouvait répondre à ma question. Je serais vraiment intéressée. Parfois, ça m'arrive. Hein. Je dis pas que ça m'arrive pas, mais je trouve que là, il y a tellement plus de choses à travailler. Il y a tellement plus dans le fait qu'il se soit levé, dans le fait que physiquement, ça a pas l'air d'aller. Donc dans les émotions et dans le corps, je trouve qu'il y a tellement de choses qui se disent et que moi j'aurais envie d'aller explorer, que revenir là maintenant sur le récit, sur l'histoire, perso ça m'intéresse franchement. J'allais dire moyen, mais en fait ça m'intéresse pas trop. Allez-y. Et vous voyez, je vais dans les aigus. Et vous voyez la manière dont il est là. Allez-y, allez-y. Il avait fait la même chose avec l'autre patiente et ça a tendance à m'agacer. Il m'a quand même fallu 17 minutes pour être agacée dans cette vidéo-ci. Moi, je trouve que ça va. Franchement, j'ai été calme. J'ai été très calme. Mais ça m'agace parce que ce qui est intéressant, c'est peut-être de demander à ce monsieur qu'est-ce qu'il fait qu'il le sent pas. Qu'est-ce qui fait qu'il le sent pas de le parler? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qui le bloque? Ou qu'est-ce qu'il retient? Ou quels sont les mots que le patient viendrait mettre sur ce qu'il vit? Mais pas allez-y, allez-y. Enfin, oh, ça va? Toi, tu veux que je te fasse raconter, que je te force à raconter tes plus gros traumas et tes trucs les plus sensibles? Monsieur a quand même dit au début de la session que exprimer ses émotions, c'était se rendre vulnérable et risquer sa vie et la vie des autres. Donc, il vit un très grand risque là. Il sent un très grand risque. Donc arrête de le pousser à parler. Il a peut-être besoin de 5 séances, 3 séances, 2 séances, où il a peut-être besoin de 45 minutes et il va te le dire sur le pas de la porte. Ce qui fait que... Mais ça m'agace qu'ils disent allez-y sans lui demander ce dont il aurait besoin pour pouvoir parler, ou qu'est-ce qu'il retient de parler, ou qu'est-ce qu'il fait. En fait, ma question, ce serait simplement qu'est-ce qui fait que... C'est pas très évident d'en parler. Quelque chose comme ça. Ça m'a pris quand on est rentré. Je vous ai dit le silence. Il y avait l'odeur aussi, l'odeur du son. Ça m'a sauté à la gueule. D'un coup, j'étais plus là, Jean. Heureusement, quand on marche en colonne comme ça, on garde la main sur l'épaule de celui qui est devant, et ainsi de suite. Donc j'ai suivi, mais... J'étais aveugle, vous comprenez? J'avais comme un voile devant les yeux. Je sais pas combien de temps ça a duré, puis je suis revenu d'un coup.
J'étais toujours dans la colonne, on s'était arrêté un instant et on reprenait la progression. Mais en fait, c'est pas ça qui m'a fait revenir. J'ai senti que ma combi était coincée au niveau du mollet. J'ai forcé, mais ça résistait. Et j'ai baissé les yeux, j'ai vu qu'il y avait une main accrochée à moi. Une main qui émergeait d'un tas. Il y avait des tas de corps entassés, morts ou vivants, empatogés dans le sang et les matières organiques. Et là, il y en avait un. Et il s'accrochait à moi, il voulait me retenir. J'ai tiré d'un coup sec et j'ai repris la progression. C'est comme ça. C'est le protocole. On sécurise et après seulement les secours, c'est logique. Ok, c'est super, super, super touchant. Vraiment, ils ont super bien écrit cette série. Enfin, je sais pas comment vous vivez ça, mais je trouve ça extrêmement touchant. Je sais pas si c'est exactement ce qu'il a vécu, ce qui s'est passé pour lui, parce qu'on n'a pas assez de détails. Mais ce sentiment d'avoir un voile devant les yeux... En fait, il y a plusieurs hypothèses. Il y a le fait que, ben oui, quand on est en phase de stress aigu, on va... Et c'est ce qu'on vit quand on est en crise de panique. Notre champ de vision va se réduire, en fait, pour mieux focaliser. Donc peut-être que c'est ça, mais je trouve que ce qu'on sent chez ce monsieur depuis le début de l'épisode, en tout cas c'est ce que moi je sens, et c'est une hypothèse que je garderai dans un coin de ma tête, sur une étagère, comme dirait l'un de mes formateurs, pour plus tard, et à la limite pour même jamais l'utiliser. Ça donne cette impression que, en fait, le trauma qu'il vit, c'est comme si c'était quelque chose qui était réactivé, en fait. C'est comme si avoir vécu ça, c'était l'événement très 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 difficile qui va en fait réactiver des choses encore plus dures. Et je me demande même si ça remonte pas à plus loin que le décès de sa mère et de voir son père avoir un comportement qui pour lui n'est pas correct, ou je sais pas comment on dirait. Ça donne vraiment l'impression que ce monsieur, en fait, ça fait longtemps qu'il porte des choses, et que tout ça, ça a réveillé des choses encore plus... je sais pas si on peut dire plus dures, parce que ce qu'il vit là est très très dur, mais en tout cas peut-être plus traumatisante, parce que quand même, le trauma n'est pas proportionnel à la dureté, hein. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est pas proportionnel à quelque chose d'objectif ou quoi. C'est complètement lié à d'autres facteurs dont on pourrait reparler. Mais peut-être à quelque chose qui l'a vraiment marqué très fort et qui peut-être a créé cette croyance qu'on ne peut pas se montrer ses émotions. Peut-être qu'il nous a donné quelque part un petit indice, comme disait le psychanalyste avant, en disant ça. Et la deuxième chose qui me touche très fort ici, c'est que ce protocole dont il parle depuis le début, on entend bien que c'est quelque chose qui protège, hein. C'est la froideur sans émotion, c'est la rationalité pure qui vient protéger. Et évidemment que c'est utile, évidemment que c'est fonctionnel, évidemment, heureusement que c'est là. Et heureusement que des gens ont pensé à ça, et heureusement que les gens l'appliquent. Mais en même temps, ce protocole, à ce moment-là, au moment où quelqu'un a grippé sa jambe, ça l'a obligé à faire quelque chose qui n'est pas lui, ça l'a obligé à faire quelque chose qui n'est pas dans ses valeurs, dans ses principes, ou qui lui correspond pas, avec lequel il n'est pas aligné. Ça l'a obligé en fait à nier l'existence, le fait que quelqu'un existe, que c'est quelqu'un, je sais pas si vous entendez ce que je veux dire, ça l'a obligé à nier ça. Et c'est une personne qui consacre sa vie et qui risque sa vie à protéger les autres. Donc ça c'est pas rien, quoi. C'est à ce moment-là que ça l'est fait sortir de son voile là. Ça, je trouve que ça parle beaucoup de monsieur, et du fait que, enfin, je sais pas comment va répondre le psychanalyste, mais
À la limite, je pense que c'est quelque chose sur lequel je pourrais rebondir. C'est quelque chose... Enfin, rebondir. Je pense que je dirais que je suis très touchée, en fait, qu'ils reconnaissent l'existence de cette personne et que, malgré le fait qu'il était dans la procédure et qu'il il était obligé, pour la survie des autres, de la survie de ses collègues, et d'ailleurs pas que ses collègues, pour la survie de tout le monde, voire même de la personne qui lui a pris la jambe, il était obligé de continuer à suivre le protocole, que je suis très touchée qu'il ait quand même remarqué que cette personne existe. Et que même si c'était dur, il a dû faire un choix, il a été obligé, et il a préféré, et il a fait un choix qui en fait demande une réponse impossible, mais il a dû suivre enfin, il a fait un choix, oui, on fait toujours un choix. Il a dû suivre le mouvement, la procédure. Il a dû suivre la procédure. Et je lui dirais que je suis touchée vraiment qu'ils reconnaissent l'existence de cet humain, de cette personne, de ce quelqu'un. Parce que parce que c'est vrai, parce que je suis vraiment touchée par ça, et parce que je crois en ce que je dis, et je trouve qu'il a vraiment reconnu ça. Il a reconnu l'existence de cet humain à ce moment-là. Alors que quand on tue des gens comme ça, quand on est terroriste, en fait, on ne reconnaît pas l'existence d'humains. On ne reconnaît pas du tout, en fait. On utilise les gens comme des pions. Enfin, c'est vraiment dans un moment où... Vous me suivez un petit peu ? Donc, lui l'a fait, et je pense que c'est un recadrage, donc c'est une manière de voir la même situation qui pourrait être soutenante pour ce monsieur. Je pense. Mais j'arrive pas à m'effacer ce moment de la tête. Ça revient tout le temps, jour et nuit. Je sais pas ce qui m'arrive. D'abord, je dois vous dire que je trouve votre démarche extrêmement sensée et extrêmement courageuse. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas vous alarmer, on va trouver un protocole d'action. Vous êtes sûr ? Je peux pas être sûr. Ah, il est génial. Il est génial. Vous avez entendu ce qu'il vient de faire ? Il le rassure au niveau du patient. Il le rassure à son niveau. Il lui dit « Ouais, il n'y a pas de protocole, mais venez, on en crée un ensemble. » Et un dans lequel on va se sentir en sécurité. Mais ça, c'est vraiment... Je note. Un travail qu'on va faire ensemble. Mais je pense que vous êtes tout à fait en mesure d'y arriver. Comment ça y arriver ? J'ai besoin d'un traitement. C'est votre job, non ? Bien sûr. On va trouver un traitement médicamenteux pour vous aider à traverser cette phase, mais c'est pas l'essentiel. Attendez, je vous vois venir, je commence à vous cerner. Je sais pas si c'est Fabien qui m'a tendu un piège, mais... Il y a un malentendu, là. Je fais pas ça, moi. Ça ? Je vais pas vous raconter des trucs, vous laisser m'expliquer mon père, ma mère, la petite enfance, tout le tralala, là. C'est pas que j'ai pas envie de vous faire plaisir, vous m'avez l'air sympathique, mais... Moi, j'ai une urgence, là. J'ai à charge des vies humaines. À commencer par les hommes de mon unité. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été parlé de ce qui vous est arrivé à vos supérieurs ? Vous êtes fou, vous voulez qu'ils flippent, qu'ils me mettent en congé ? Mais j'imagine pourtant que c'est le protocole, non ? Non. Il n'y en a pas un seul d'entre nous qui ferait une connerie pareille. C'est justement vous que je viens voir pour pas faire de vagues. Il faut vraiment que je prenne plus de notes parce que j'ai trop d'idées en même temps. Oh, j'ai perdu ma première idée. Oh non, je suis trop triste. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Ça va me revenir. je retournerai en arrière peut-être. Il dit... Ah, c'est dur quand on oublie un truc de lâcher l'affaire et de passer à autre chose. C'est super dur. Ça m'énerve. Bon, Nina, tu lâches. Si ça revient, ça revient. Ok. C'est intéressant, il lui dit, bah, tiens, pourquoi vous n'avez pas suivi le protocole dans ce cas-là ? Et il lui fait, mais ça va pas, personne ne fait ça. Et en fait, ça parle en fait des règles implicites et des règles explicites. Dans les systèmes, donc un système, c'est... Oui, je ne vais pas vous donner la définition chiante. Un système, en gros, c'est des personnes qui interagissent ensemble et ça peut être une famille, ça peut être
un couple, ça peut être... ici, c'est le système thérapeutique donc, qui existe durant... Donc le psy plus le patient, c'est le système thérapeutique. Donc voilà, dans les systèmes, on a des règles implicites et des règles explicites. La règle explicite, c'est le protocole. La règle explicite, c'est quand on s'évanouit, on prend des jours de congé. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement ce qui est écrit dans le règlement, mais vous avez compris. La règle implicite, c'est, enfin en tout cas c'est comme ça que je la formulerai, c'est on n'abandonne pas l'équipe. On ne lâche pas l'équipe. Et surtout pas dans un moment de crise. Et du coup, là, il est mal pris, parce que, et c'est super intéressant ce que fait le psy, parce que il est tout le temps en mode règle explicite, protocole, et là, le psy touche sur le fait que, il y a des choses qui sont pas rationnelles, qui sont pertinentes quand même, comme par exemple les règles implicites, et ici, c'est la loyauté. Si vous vous souvenez de ce que je voulais dire, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat, ça me ferait vraiment plaisir. En plus, je vous paye de ma poche, il paraît que c'est pas donné, non? Donc moi, je veux du résultat. C'est ça mon protocole. En Belgique, en général, c'est autour de 50 € et c'est partiellement remboursé par votre mutuelle d'aller voir un psychologue. Il y a aussi des psychologues de première ligne qu'on appelle, qui sont des psychologues qui coûtent moins cher. On pourra en rediscuter, je suis pas super d'accord avec ces psychologues de première ligne parce qu'en fait, ils travaillent sur ordonnance médicale. Mais si jamais vous vous demandiez combien coûte un psy, en Belgique, c'est autour des 50 €. Ça peut aller jusqu'à 65 €. C'est très rare que ça aille au-dessus, sauf si c'est en famille, en couple, ou que vraiment c'est genre 1h30. Moi, je fais jamais des séances d'1h30, donc moi, je demande jamais de plus que 70 €. Effectivement, on n'a pas du tout parlé de cette question de l'argent. Vous savez, tout le monde ne paye pas pareil chez moi. Il faut que ça vous coûte, pas à moi. Pourquoi? Pour que ça reste mon job, justement, comme vous dites. On n'est pas tout à fait égaux dans cette situation, on n'y met pas les mêmes choses. Et du coup, pour moi, c'est combien? Vous voulez ma déclaration de revenus, mon coefficient CAF, les fiches de paye de ma femme? On va y réfléchir. Comment s'appelle votre femme? Audrey. Que pense Audrey de la situation? Rien. Je n'en ai pas parlé, elle peut pas comprendre, de toute façon. Vous avez peur qu'elle s'inquiète?